Et c'est une question qui est assez ancienne au fond, parce que à chaque fois qu'on a eu dans l'histoire de l'humanité des évolutions technologiques importantes, cette question de la place de l'humain, elle a été remise au goût du jour. Alors celui qui a très bien expliqué ça, c'est Freud, hein, tout simplement, dans un tout petit livre de 1917, je crois, c'est son introduction à la psychanalyse. Il introduit une notion qui est la notion de blessure narcissique et qui m'a beaucoup mis sur la voie pour réfléchir à cette question de l'impact de la technologie sur la façon dont l'humain se percevait, sur le rôle de l'humain. Et ce que Freud pointe du doigt, c'est un paradoxe apparent. C'est-à-dire ce qu'il explique et qui est formidablement convaincant, je trouve, c'est que, au fond, toutes les grandes périodes qui apparaissent in fine comme ayant été des grandes périodes de progrès humain sont vécues sur le moment comme des périodes de régression. Et Freud prend deux exemples, l'exemple de la Renaissance et l'exemple du 19e siècle. Et Freud dit, voilà, au moment de la Renaissance et au moment de la révolution industrielle, qui aujourd'hui évidemment sont connotées positivement. D'ailleurs, le terme de Renaissance en lui-même est connoté très très positivement. Lequel terme de Renaissance, d'ailleurs, c'est tout à fait symptomatique, hein, a été inventé, comme vous savez, au 19e siècle, hein, par Jules Michelet, pour des raisons d'ailleurs qui sont extrêmement contingentes. Jules Michelet était professeur au Collège de France, comme beaucoup de gens à cette époque. Il était veuf et il avait retrouvé l'amour avec une étudiante du Collège de France et il vivait une très grande renaissance et donc il avait décidé d'appeler la période sur laquelle il travaillait la Renaissance. C'est quelque chose qu'il a lui-même expliqué. Et donc c'est un terme, si vous voulez, qui est très postérieur à la Renaissance en elle-même. C'est quelque chose que vous retrouvez souvent, hein, dans l'histoire. Le terme de Belle Époque a été inventé après la Première Guerre mondiale, hein, donc postérieurement à la Belle Époque. Bon. Donc Freud explique que la Renaissance, évidemment, aujourd'hui est connotée positivement, c'est-à-dire que tout le monde considère, à juste titre, hein, d'ailleurs, on pourrait documenter ça, mais enfin tout le monde considère que la Renaissance a été une période de progrès humain, tout le monde considère que le 19e siècle a été une période de progrès, ou en tout cas a débouché sur un certain nombre de progrès, mais ça n'était pas du tout vécu comme ça par les contemporains de ces deux périodes. Les contemporains de la Renaissance ont vécu la Renaissance comme un effondrement de leurs repères, et les contemporains de la Révolution industrielle ont vécu ça aussi comme une période qui était une période à la limite presque. D'ailleurs, il suffit de lire Marx ou Victor Hugo ou Dickens, hein, comme une période d'explosion des problèmes, au fond, explosion de la pauvreté, explosion de la pollution, explosion de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on sait bien que c'est l'inverse. Aujourd'hui, on sait bien que le 19e siècle a été le premier grand moment de réduction de la grande pauvreté, mais ça n'avait pas du tout été vécu comme ça par les gens. Et donc, l'explication de Freud, je vous en donnerai une deuxième après, hein, mais l'explication de Freud repose sur l'idée de blessure narcissique, c'est-à-dire que ce qu'explique Freud, c'est que les périodes de progrès scientifique ou technologique remettent en cause la façon dont l'humain se voit, remettent en cause la façon dont l'humain se perçoit, et donc du coup génère un malaise qui est quasiment un malaise identitaire. Prenant l'exemple de la Renaissance, au fond, on passe d'un monde, le monde d'avant la Renaissance, qui est un monde intellectuellement rassurant, l'univers est clos, les étoiles nous éclairent, il y a des forces qui sont pas véritablement des forces à expliquer, enfin qui sont à expliquer, mais qui sont des forces divines, et donc il y a une logique dans tout ça. Et arrive la révolution scientifique de la Renaissance, où vous apprenez que l'univers est infini, ce qui est déjà quand même quelque chose en soi, et quelque chose que j'ai jamais compris moi d'ailleurs, hein. Enfin, je trouve que c'est quand même pas facile à matérialiser, hein, cette idée d'univers infini. L'univers est régi par des forces physiques qui n'ont pas de sens, quoi, qui sont à découvrir, qui sont à expliquer, mais qui sont extrêmement chaotiques. Et Magellan finit par faire le tour du monde. Alors là, c'est le coup de grâce. On savait, on se doutait que la Terre était ronde. On savait depuis un bout de temps qu'elle n'était pas plate. Mais enfin, quand même, Magellan, qui part par là et qui revient par là, enfin, lui ne revient pas d'ailleurs, le pauvre, mais enfin, une partie de son bateau part par là et revient par là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif, hein.
Puisque si vous allez par là, vous avez quand même l'impression de marcher horizontalement et d'aller par là. L'idée selon laquelle si vous allez par là, vous marchez longtemps, vous nagez, etc., vous reviendrez par là, sans que vous soyez tombé en plus. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est pas... quand ça vous tombe dessus, c'est quand même assez bouleversant et donc ça génère une grande anxiété. Vous vous dites, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, quoi. Et donc, Freud explique, je trouve, formidablement bien, de façon très, très synthétique, que mais tout ceci est assez angoissant. Le deuxième exemple que prend Freud n'est pas très exactement d'ailleurs celui de la révolution industrielle, mais il prend plutôt l'exemple de Darwin, donc on est au milieu du XXe siècle. Et je schématise à outrance, pardonnez-moi, on pourra reparler notamment de Darwin si ça vous intéresse, mais quand même, cette idée que nous inflige Darwin assez rapidement, selon laquelle, au fond, pour expliquer l'évolution de l'homme, pour expliquer l'évolution de l'animal, pour expliquer l'évolution des espèces, on n'a absolument pas besoin de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais enfin, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin, en tout cas, pour expliquer les choses. Et cette idée, d'ailleurs, selon laquelle, au fond, c'est ça l'intuition de Darwin, hein, c'est qu'on est beaucoup plus proche du singe que de Dieu, ce qui d'ailleurs a été parfaitement vérifié du point de vue de la proximité du génome, puisque vous savez que nous partageons entre 97 et 98% de nos gènes avec le chimpanzé, ce qui est quand même aussi une blessure narcissique. Avec Dieu, on ne sait pas. Alors avec Dieu, avec Dieu, on ne sait pas. Mais et on ne connaît pas le génome de Dieu. Vous avez tout à fait raison. Mais enfin, quand même, c'est quand même assez étonnant de se dire. Alors en même temps, c'est vrai que quand on voit un singe, je trouve, on voit qu'il y a un truc dans le regard, hein, il y a quand même une proximité. Mais enfin, de là à se dire, on est à 97 ou 98, enfin, on partage 98% de notre génome avec des singes, ça a pu être perçu comme quelque chose d'assez vexant. Même si on savait pas, j'anticipe un peu, parce qu'en réalité, évidemment, Darwin ne faisait pas d'analyse du génome, mais c'était cette idée-là, cette idée selon laquelle les espèces évoluent en fonction de leur environnement. Et donc, c'est quand même quelque chose qui était là aussi incroyablement nouveau. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Hein. Vous savez que Darwin a attendu 10 ans avant de publier l'origine des espèces. 10 ans. Parce que Darwin se disait, mais je ne peux pas livrer ça aux humains. Je ne peux pas. C'est pas possible. Vous savez aussi que sa femme était très croyante et donc ça générait des problèmes de couple. Et donc, il a attendu beaucoup de temps et il l'a publié. C'est amusant, hein, c'est l'orgueil scientifique. Il l'a publié parce qu'un jour, il était très connu, hein, Darwin, il était très connu en raison, donc non pas de la théorie de l'évolution qui est arrivée tard, mais il était très connu parce qu'il avait fait le voyage du Beagle, dans lequel il avait énormément documenté la nature, et donc beaucoup de gens venaient le voir. Il avait beaucoup de visites, il était vraiment, c'était une star. Il avait en plus une ascendance illustre avec son grand-père Erasmus Darwin, donc il était très connu en Angleterre. Il avait une très belle maison, on y allait, donc vous pouvez aller visiter, qui est au sud de Londres, dans une ville qui s'appelle Down, je crois. Vous pouvez aller manger un fish and chips là où mangeait Darwin. Et donc il avait une magnifique maison. Il recevait. Puis un jour, un jeune vient le voir et lui dit, voilà, je crois que j'ai fait une découverte absolument extraordinaire. J'ai étudié les espèces en rapport avec leur environnement et je pense bien que les espèces évoluent en fonction de leur environnement. Voilà, ça n'a fait ni une ni deux. Darwin a publié son livre en un an. Qui a été un immense succès, qui a été un très grand succès. Et ça, Freud dit, évidemment, ça a généré une blessure narcissique extrêmement importante, parce que là encore, cette avancée scientifique absolument extraordinaire, la théorie de l'évolution, c'est l'une des plus grandes avancées scientifiques de l'histoire de l'humanité, mais enfin, quelle remise en cause de ce que nous sommes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons quelque chose de cet ordre-là, avec cette troisième révolution industrielle, donc comme je l'expliquais hier, qui est la révolution industrielle issue de la convergence des technologies du numérique, des technologies de la robotique et des technologies de l'intelligence artificielle. Elle interroge véritablement ce que nous sommes. Et vous avez beaucoup d'exemples extrêmement concrets, par exemple. Vous savez peut-être qu'une des filiales d'Amazon développe des robots, et ce sont des robots dont on voit beaucoup de vidéos sur Internet parce qu'ils font des choses, déjà ils sont un peu inquiétants, et puis ils font des choses qui sont des choses très humaines. Ils jouent au ballon, ils ouvrent des portes. Ah, non mais c'est vrai, vous voyez un robot comme ça ouvrir une porte,
rentrer dans les toilettes, c'est un geste qui est humain. Jusqu'alors, les robots faisaient pas ce genre de choses, si vous voulez. Ils ne jouaient pas au ballon et ils n'allaient pas. Bon, mais là, vous voyez des robots qui font ce genre de choses. Et je vois bien les réactions sur Internet ou sur Twitter, c'est très intéressant. Les gens, ça les amuse pas du tout, ça les inquiète beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce robot qui joue au ballon, quoi? Qu'est-ce que... Mince, alors, jouer à la passe à 10, c'était quand même nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de robot qui joue au ballon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va nous rester? Et l'idée de l'intelligence artificielle, la crainte de l'intelligence artificielle, c'est celle-là. Alors en plus, comme je l'expliquais, comme on a eu la mauvaise idée d'appeler l'intelligence artificielle, alors là c'est terrible, parce que l'intelligence quand même, c'était nous. Alors avec des niveaux d'intelligence qui peuvent être variables, mais enfin quand même, quoi. Cette idée de réfléchir, c'était plutôt nous. Et quand en plus vous avez des gens comme Laurent Alexandre qui vous expliquent qu'aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle que j'ai décrite hier, qui résout des problèmes précis, des problèmes concrets pour lesquels elle a été programmée, qui résonne avec des algorithmes qui, somme toute, ne sont pas des algorithmes extrêmement complexes, et des intelligences artificielles qu'on fait fonctionner, non pas du tout parce qu'elles réfléchissent comme nous, mais parce qu'en fait, on leur met beaucoup de choses dans le crâne. On leur bourre le crâne, et c'est comme ça qu'elles réfléchissent. Mais... comme le dit Laurent Alexandre, et ça n'est pas le seul à le dire, c'est lui qui est le plus connu dans le monde francophone, mais vous avez beaucoup de gens qui le disent à l'étranger, notamment Nick Bostrom, que je citais hier. Dans 30, 40, 50 ans, nous allons passer de l'intelligence artificielle faible à l'intelligence artificielle forte. C'est-à-dire une intelligence artificielle qui sera dotée d'une conscience d'elle-même, et donc qui se protégera. Comme l'ordinateur dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Que se passe-t-il dans 2001, l'Odyssée de l'espace? Quel est le problème? Le problème, c'est que les astronautes veulent débrancher l'ordinateur. Manque de chance, évidemment, l'ordinateur le sait. Et donc l'ordinateur le sait, il veut se protéger, et donc il veut détruire les autres avant lui-même d'être détruit. Donc c'est une intelligence artificielle qui a conscience d'elle-même et qui est dotée également d'une très grande liberté. Une voiture sans chauffeur est une intelligence artificielle très faible. Elle ne sait faire qu'une seule chose, vous conduire d'un point A à un point B. Mais c'est tout ce qu'elle sait faire. Elle sait résoudre un problème concret. Si vous avez un gilet jaune qui arrive, vous êtes dans la voiture sans chauffeur, il arrive avec une hache pour parce qu'il n'est pas content avec ce que Pierre-Henri Tavoyot a dit à la télévision, ça ne t'est pas arrivé, hein, bien évidemment, mais on ne sait jamais. La voiture sans chauffeur ne va pas t'aider, parce qu'elle est simplement programmée pour t'emmener du point A au point B. Elle ne va pas comprendre que tu es attaqué et qu'il faut te défendre, etc. L'intelligence artificielle forte le pourrait. Bon. Très honnêtement, je pense que l'intelligence artificielle forte, on n'y est pas. Je pense qu'on en est très, 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 très loin. Mais, bon, c'est une idée qui a un peu fait son chemin et qui génère des blessures narcissiques. Mais sans aller jusque-là, moi, je le vois bien dans l'exercice de mon métier de consultant, moi, je fais face à des gens qui souffrent de blessures narcissiques. J'évoquais hier la question de la santé. Quand vous montrez à un médecin les résultats d'une intelligence artificielle qui, en matière de cancérologie, par exemple, fait des diagnostics 20 à 25% plus précis qu'un médecin, évidemment, le médecin reçoit une blessure narcissique. Pourquoi? Parce que lui, il a été formé pour faire des diagnostics. Alors, on essaie de le rassurer en lui disant « T'inquiète pas, on aura toujours besoin de médecins, parce qu'il n'y a pas que le diagnostic dans la médecine, etc. » Donc nous, on est contents, mais lui, non. Parce qu'il se dit « D'accord, c'est bien gentil de m'expliquer qu'on aura toujours besoin de médecins, etc. Mais enfin, moi, les gens, quand ils viennent me voir, je fais de la clinique, je fais essentiellement du diagnostic. Je leur indique de quelle pathologie ils souffrent. C'est quand même ce pourquoi j'ai fait ce métier. Donc, si on m'explique que demain, mon métier, ce sera de faire autre chose, c'est quand même pas ce qui était dans le contrat au départ. Et cet exemple que je prends avec les médecins, je le retrouve dans beaucoup d'autres métiers, hein, dans les métiers du droit, dans les métiers ce qu'on appelle les métiers du chiffre, hein, les experts comptables, les commissaires aux comptes, où vous avez aussi ce type d'évolution technologique. Évidemment, tout ceci génère des blessures narcissiques. Et donc, l'idée selon laquelle, au fond, tous ces progrès fantastiques, par exemple, dans la médecine, vont aboutir à un mieux-être général. Oui, mais le médecin en question, lui, ce qu'il reçoit, c'est des blessures narcissiques, et donc ça l'inquiète, et c'est l'un des éléments qui explique que dans ces grandes périodes de changement technologique, on s'interroge quand même sur l'avenir de l'humain. La deuxième raison, alors, est une raison qui est moins psychologique, mais qui est une raison beaucoup plus économique. Alors, j'en ai déjà souvent parlé, je m'en excuse, mais je vais la rappeler très, très rapidement.
C'est ce que Schumpeter, donc le grand économiste du XXe siècle, plutôt de la première partie du XXe siècle, appelait le phénomène de destruction créatrice. C'est-à-dire que c'est ce qu'explique très bien Schumpeter, mais d'ailleurs qu'on peut relier avec l'analyse de Freud, c'est que les grands moments de changement, les grands moments d'innovation, comme celui que nous connaissons aujourd'hui, mais comme le XIXe siècle ou comme la Renaissance, sont des grands moments de destruction. Pourquoi ? Parce que les nouvelles technologies viennent rarement en complément des anciennes technologies. Les nouvelles technologies, le plus souvent, elles remplacent d'anciennes technologies. Et donc, et c'est ça ce qui est absolument génial chez Schumpeter, l'idée est très simple, mais l'idée est absolument géniale. Tout mouvement d'innovation, tout mouvement de création est aussi, sans qu'on l'ait voulu, un mouvement de destruction. Et alors ça, c'est quelque chose qui est quand même formidablement angoissant. Et c'est très exactement la raison pour laquelle les grands moments de changement, les grands moments d'innovation sont aussi des moments où les forces conservatrices redeviennent très fortes politiquement. Alors, on ne va pas faire d'entre-soi, mais je l'ai écrit et je l'ai dit suffisamment. Je pense que le meilleur texte sur les attentats islamistes a été écrit par Pierre Henry. Voilà. Je pense que c'est vraiment un texte qui est incroyable, qui est formidable, que tu avais publié, je crois, dans la Tribune juste après les attentats, et que tu as republié dans un livre de chroniques. De mieux en mieux et de pire en pire. Voilà, de mieux en mieux et de pire en pire. Et tu expliques, alors tu pourras me compléter, et pardonne-moi, je schématise, mais que on peut considérer que, au fond, l'histoire du monde est bien résumée dans la dialectique entre la destruction créatrice et les forces conservatrices. Et plus la destruction créatrice accélère, plus les forces conservatrices sont fortes. Ce qui est absolument logique, au fond, puisque vous retrouvez ça en physique. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la loi Le Chapelier en physique. Toute force déclenche une contre-force. Toute force déclenche une résistance. C'est vrai en physique. C'est tout à fait vrai aussi dans le monde dans le monde social. À partir du moment où vous avez des changements... Tenez, prenez les changements que j'évoquais hier dans le domaine de la biologie médicale et dans le domaine de la procréation. À partir du moment où on parle de PMA, où on parle de GPA, où on parle demain d'utérus artificiel, où on parle de... Vous avez bien évidemment des forces conservatrices qui vont s'opposer à ça, ce qui est tout à fait... Je ne critique pas du tout ça en soi. Moi, j'ai choisi mon camp. Je ne suis pas un conservateur. Mais je conçois parfaitement qu'on soit conservateur. Je trouve ça absolument estimable. Et d'ailleurs, je pense que, au fond, ce qui permet à nos sociétés d'être des sociétés qui restent des sociétés pacifiées, c'est qu'on va avoir justement un débat intelligent entre des progressistes modérés, ce qui est mon cas, et des conservateurs modérés, ce qui est le cas de beaucoup de conservateurs dans le champ intellectuel. Et moi, j'aime beaucoup la discussion avec nos amis conservateurs qui ont beaucoup de talent. En France, Finkielkraut, Onfray, Régis Debray, je n'ai pas leurs idées. Je ne suis pas un conservateur. Ce ne sont pas mes idées. Mais je pense que le débat entre, je schématise et je ne veux pas te mettre là-dedans, mais grosso modo entre nous et eux, est un débat qui est quand même un débat qui est absolument légitime et qui ne pose pas de difficulté en soi. Ils nous énervent parce qu'ils sont toujours en train de pleurnicher, de dire que c'était mieux avant, etc. Donc nous, ça nous agace. Mais enfin, franchement, leur position est tout à fait, c'est tout à fait légitime. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Et c'est formidable, d'ailleurs, qu'en France, on puisse avoir un débat public où on confronte ça. C'est très sain. Alors, il y a des zones de danger, bien évidemment. C'est quand les progressistes deviennent trop progressistes et quand les conservateurs versent vers la radicalisation. Et l'extrême radicalisation dont tu parles, ça peut être par exemple la radicalisation religieuse. C'est le moment où là on va vers le fanatisme parce que vous avez des gens qui alors ne vont pas vouloir agir comme force, on va dire, de tempérance dans un monde qui va trop vite, mais vous avez des gens qui vont du coup rejeter ce monde et qui vont aller jusqu'à le détester et donc qui vont vouloir aller jusqu'à le détruire. Et c'est ce que nous avons connu justement au moment de la Renaissance et au XIXe siècle. Donc il faut faire très attention à ça. La Renaissance, François évoquait un peu l'histoire de la Renaissance hier, qui est un moment tout à fait passionnant, parce que je pense que il y a quand même des enseignements intéressants à tirer de la Renaissance, même si ça nous semble très, 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 très loin, mais y compris pour des périodes comme aujourd'hui. La ville la plus riche de la Renaissance, la ville la plus innovante, la Silicon Valley de la Renaissance.
c'est Florence, évidemment. Et les Florentins vont finir par virer les Médicis et vont faire appel à Savonarola, qui va faire, alors je schématise, hein, pardonnez-moi s'il y a des historiens de profession, hein, mais on pourra en reparler dans le détail. La ville la plus riche du XVIe siècle est une ville indienne, Villa Gaillard, D'accord. qui était la plus riche du monde au XVIe siècle. Bon, bah, écoutez, alors Florence était la deuxième ville la plus riche du monde. Et, merci de cette précision bienveillante. Et donc, les habitants de Florence, les Florentins, vont mettre les Médicis à la porte et faire appel à Savonarola. Le 19e siècle est une histoire de contre-révolution, de terrorisme contre-révolutionnaire. Le président français, Sadi Carnot, a été assassiné à Lyon, hein, je crois, par un terroriste révolutionnaire. Donc, je ne dis pas du tout que nous en sommes là aujourd'hui. Je dis simplement que, voilà, historiquement, il faut se méfier de ces périodes qui apparaissent après coup comme étant des périodes qui auront été des périodes de progrès. Et c'est vrai, puisque quand vous regardez les données d'espérance de vie, les données de démographie, les données de revenus par habitant, les données économiques, tout ce que vous voulez, vous avez bien, au bout du compte, un progrès. Très clairement. Mais sur le moment, ces blessures narcissiques et cette destruction créatrice interroge au fond la position de l'homme jusqu'à susciter des mouvements d'inquiétude, voire de rejet, voire de violence. Raison de plus pour essayer d'analyser les choses de la façon la plus rationnelle possible, et peut-être d'une façon qui est une façon rassurante. Parce que, en réalité, la technologie ne se substitue pas à l'humain. La technologie ne s'est jamais substituée à l'humain, et aujourd'hui, moins que jamais. La technologie est complémentaire de l'humain. C'est quelque chose que l'on voit très clairement quand on regarde l'évolution du travail. Alors l'évolution, le sujet du travail nous passionne, Éric, Pierre-Henri et moi, parce que le travail est l'une des deux grandes dimensions de nos vies. Qu'est-ce qui nous intéresse dans nos vies? Très schématiquement, nos vies intimes et notre travail. Voilà, ce sont les deux grandes dimensions de notre vie. Alors, on peut s'intéresser à la religion, on peut s'intéresser à la politique, mais ça nous intéresse quand même un peu moins que ça n'était le cas il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos conjoints, à nos enfants, et on s'intéresse à notre boulot. Voilà, je schématise, mais ce sont deux dimensions très, très importantes. Et donc, nous nous interrogeons beaucoup sur la façon dont ces technologies vont faire évoluer nos sphères intimes et la façon dont ces technologies font évoluer la façon dont on travaille. Et vous avez une grande peur, alors qui a toujours existé, mais qui, pour les raisons que je viens de citer, est encore plus présente aujourd'hui, c'est la peur de la fin du travail. Voilà. Cette idée que, alors, qui n'est pas seulement une idée économique, hein, qui est une peur philosophique et même psychologique, cette idée que la technologie pourrait se substituer au travail. Alors je le disais, même si le débat est très fort aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis que le travail a une connotation positive dans nos sociétés, c'est-à-dire grosso modo depuis 2000 ans. Les premiers grands empereurs romains s'inquiétaient déjà du fait que la technologie pourrait se substituer à l'humain. J'ai déjà raconté l'histoire de la reconstruction de Rome par Vespasien. Vous savez que Vespasien voulait reconstruire Rome qui avait été détruite partiellement par Néron. Vous imaginez, hein, évidemment, l'enjeu, la difficulté de reconstruire Rome. Et donc, vous aviez beaucoup d'innovateurs qui allaient voir l'administration en disant « Mais regardez, on a trouvé des moyens de faire en sorte que Rome soit reconstruite plus vite parce que on a des machines en 5 ans. » Ouais, c'est ça, ouais. Parce que on a... Alors, bon, ne lance pas des balles comme ça parce que je vais les saisir et parce que j'aurais tellement de choses à dire là-dessus. On pourrait faire un très bon débat là-dessus. Mais parce que c'est pas la technologie qui nous freine aujourd'hui, c'est ça. Mais, et donc, voilà, beaucoup de gens allaient voir l'administration. Et l'administration, sur ordre de Vespasien, disait non, pas d'innovation. Pas d'innovation. Nous voulons que les ouvriers romains soient employés. On veut qu'ils travaillent.
peu importe s'il y en a qui meurent parce qu'ils vont mourir écrasés par une colonne. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que il ne faut pas que cette technologie avance parce qu'il faut que tout le monde puisse participer à cet effort de reconstruction de Rome parce que c'est ça qui va occuper les gens. Vous avez de nombreux exemples dans l'histoire. La première reine Élisabeth refuse d'octroyer un brevet. Il n'y avait pas de législation sur les brevets, bien évidemment, à la Renaissance, ou quasiment pas en tout cas. Et il fallait la demander au cas par cas. Et l'inventeur de la machine à tisser des bas de soie va voir la reine. Voilà, et lui dit non, je ne veux pas, et là je la cite, que mes sujets se transforment en horde de clochards. Donc elle refuse de développer, de protéger une technologie, elle refuse de prendre le risque que cette technologie détruise des emplois. Alors les technologies détruisent des emplois, l'erreur n'est pas là. Mais la crainte, c'est toujours que dans cette histoire de destruction créatrice, la destruction ne l'emporte sur la création. C'est ça la crainte. C'est pas que des emplois disparaissent ou que des métiers disparaissent. Ça, c'est très bien que des métiers disparaissent. D'autant plus qu'en général, ce sont les métiers les plus pénibles qui disparaissent. Quand vous visitez les rues en France, moi je regarde toujours ça, beaucoup de noms. Vous avez rue des Lavandières, rue des Charrons, rue du Prévost, quai de la Mégisserie à Paris, rue des Couteliers, etc. Ce sont beaucoup de métiers qui ont disparu. Alors je me méfie toujours parce qu'il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dit mais non, je suis coutelier. Bon, mais mais avec Charron ou Lavandière, le risque est déjà plus modéré. Mais écoutez, s'il y a un charron ici, franchement, j'ai pas de chance. Mais en tout cas, si ces métiers-ci n'ont pas disparu, en tout cas, ont quasiment disparu, c'était des métiers qui étaient très pénibles. Un métier de lavandière était très pénible, j'imagine. Donc c'est pas ça. La crainte, c'est que voilà, on y perde plus que ce que l'on y gagne. Ce qui ne s'est jamais produit, et je vous dirai pourquoi, parce que la raison elle est philosophique. Ce qui ne s'est jamais produit et ce qui ne se produit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un taux de chômage, pour revenir à des choses très concrètes, le taux de chômage dans les pays de l'OCDE, il est de 4% de la population active. Donc, aujourd'hui, la règle des pays développés, c'est le plein emploi. Il y a quelques pays qui ne sont pas tout à fait au plein emploi, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas bien comment fonctionne le marché du travail. Mais dans les pays normaux, on est au plein emploi, si vous voulez. D'ailleurs, quand je voyage, c'est très intéressant, quand je voyage, je me rends compte qu'on ne parle jamais de ces questions-là. Et jamais de ces questions-là. Dans le débat public, on parle d'autres questions. On parle de questions d'État-providence, comment on réforme l'État-providence. On parle beaucoup des questions migratoires, comment on gère les flux migratoires. Donc il y a vraiment des questions qui sont des questions quasiment universelles aujourd'hui. On parle beaucoup de ce qu'on appelle l'économie du partage, des entreprises comme Airbnb, Uber, comment on régule ça. Ça, vraiment, on en parle beaucoup. Du chômage, c'est considéré comme l'inflation chez nous, quoi. C'est-à-dire que c'est considéré comme des sujets du passé. Et ce que l'on voit aussi, c'est que ce sont les pays qui investissent le plus dans les technologies de la troisième révolution industrielle, qui sont donc le Japon, la Corée, la Suède, la Suisse. Ce sont ceux dans lesquels il y a le plus d'emplois. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'effet de substitution. Il peut y avoir, en revanche, une déformation de l'emploi avec une augmentation des inégalités. Ça, c'est vrai. Et le sujet des inégalités est un sujet important dans beaucoup de pays, en particulier dans les pays anglo-saxons. Un peu moins en Europe, mais dans les pays anglo-saxons, il y a un gros sujet d'inégalité, parce que même s'il n'y a pas de disparition, il n'y a pas de diminution de l'emploi, il y a déformation au détriment, là aussi je suis un peu schématique, mais au détriment des emplois du milieu, si vous voulez. Mais ça, c'est un sujet dont on pourra parler, mais qui n'est pas directement un sujet d'emploi. C'est un sujet d'inégalité, mais qui n'est pas direct. Ça n'est pas lié au fait qu'il y aurait disparition d'emplois. C'est simplement lié au fait que les nouveaux emplois sont des emplois de nature un peu différente des anciens emplois, ou même les emplois qui subsistent sont des emplois qui se transforment. Et donc les rémunérations évoluent. Je pourrais vous expliquer ça pendant l'échange si ça vous intéresse. Mais il n'y a pas de disparition de l'emploi, il n'y a pas de chômage dit technologique, raison d'ailleurs pour laquelle je suis très fermement opposé à ce qu'on appelle le revenu universel. Vous avez sans doute entendu parler du revenu universel. L'idée du revenu universel, c'est de dire, au fond, tout le monde a droit à un revenu. C'est la notion d'universel. Tout le monde, par le simple fait qu'il existe, tout le monde a droit à un revenu. Et la principale, alors pas la seule, mais la principale justification de ce revenu,
c'est de couper le lien entre le revenu et le travail. Oui, parce que si vous pensez qu'il y aura moins de travail, et si vous pensez qu'il faut lutter contre la pauvreté, eh bien, il faut trouver un moyen de rémunérer les gens autrement que par le travail. Et donc, vous pouvez choisir de distribuer un revenu universel. Vous avez des gens qui travaillent et qui vont financer un revenu pour tout le monde. J'y suis à titre personnel absolument opposé. D'une part, parce que vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord avec la cause principale, pas la seule, puisque nous avons des amis comme Gaspard Koenig, par exemple, qui sont favorables au revenu universel, alors même qu'eux-mêmes ne croient pas à la fin du travail. Mais l'essentiel du débat autour du revenu universel tourne quand même, est lié quand même à la disparition du travail. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en plus, pour des raisons philosophiques, je pense très important que le travail reste la colonne vertébrale de la société. Justement, pour que l'humain reste complémentaire de la technologie. Je pense que le travail est le meilleur moyen de faire en sorte que l'humain reste complémentaire de la technologie. Pourquoi ? Parce que le travail nous pousse justement à faire les choses différemment de la technologie, différemment de l'intelligence artificielle. Je prenais hier l'exemple de Nigel Richards, le champion du monde de Scrabble, donc qui réfléchit, qui raisonne comme une intelligence artificielle. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui dans les entreprises ou ce dont on a besoin dans les professions libérales, ce sont des gens qui agissent, qui raisonnent et qui agissent à l'inverse de ce que fait Nigel Richards. Nous avons besoin de gens qui ont des capacités relationnelles importantes, ce qu'on est en train de faire là. La technologie ne le fait pas. Nous avons besoin de gens qui sont capables d'avoir une vision globale de leur environnement, ce que ne fait pas une machine. Je le disais il y a quelques instants. Une voiture sans chauffeur, elle ne sait rien faire d'autre que vous emmener d'un point A à un point B. Elle ne sait pas avoir une vision globale de l'environnement et agir pour résoudre un problème qui ne serait pas strictement un problème de déplacement. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle en technologie le paradoxe de Moravec. Vous avez des gestes qui sont des gestes de la main, des gestes moteurs, que la technologie aujourd'hui ne sait pas faire, ne sait pas imiter, ou en tout cas a beaucoup de mal à imiter. Pourquoi ? Moravec était un spécialiste des technologies qui avait identifié quelque chose de tout à fait fascinant. L'intelligence artificielle sait coder beaucoup plus facilement des tâches qui nous paraissent à nous complexes, notamment des tâches intellectuelles, que des choses qui nous paraissent extrêmement simples. Et Moravec prenait l'exemple du fait de casser des œufs sans mettre de coquille dans le bol. Alors aujourd'hui, on sait le coder, mais c'est d'une complexité épouvantable. C'est-à-dire qu'en réalité, aucune entreprise ne va développer des machines qui savent faire ce genre de choses. Enfin, ça peut se faire à titre expérimental, mais ça n'a pas d'intérêt de développer ça en grande série. Pourquoi ? Parce qu'on est meilleur. Voilà, parce que nous, on sait le faire très rapidement, parce que c'est moins cher, évidemment. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucune raison de le faire, si vous voulez. Pourquoi est-ce que nous savons faire ça ? Parce que nous sommes le produit de centaines de milliers d'années d'évolution, si vous avez une vision très stricte de l'humain, et de plusieurs millions d'années d'évolution, si vous avez une vision un peu plus large. Donc nous, depuis des millions d'années, on a appris à faire des choses qui nous paraissent extrêmement simples, mais qui sont très compliquées à programmer. Alors un autre exemple que prend Moravec, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la passe à 10, jouer au ballon. Jouer au ballon, c'est d'une complexité, ça demande vraiment mais des réflexes, des capacités motrices qui sont d'une complexité redoutable. Nous, ça nous paraît simple. Si je vous lance une balle, vous allez rattraper la balle. Donc ça vous semble extrêmement simple. Si, je vous ai pris vous parce que... Mais c'est pas évident pour une machine. En tout cas, ça demande une programmation avec des risques d'erreur qui sont, c'est malin, qui sont relativement... On ne dit pas balancer un verre d'eau, c'est un geste d'agression, hein, c'est pas un geste de... Ouais. Donc ça demanderait une programmation qui est une programmation extrêmement complexe. Ce qui signifie au fond que l'avenir de l'humain, c'est de faire des choses qui sont très humaines. C'est ça ce que ça signifie. Et l'évolution de la technologie, la troisième révolution industrielle, nous pousse à devenir plus humains. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre l'avenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre de grands remplacements. Ou alors, pour le dire autrement, si on est remplacé par les machines, c'est qu'on n'aura pas été capable de faire les choses différemment des machines. Voilà.
Alors, ce qui arrive parfois, hein, parce que j'ai expliqué ça dans un petit livre que j'ai écrit avec Julia de Funès sur l'entreprise. C'est vrai que parfois, dans les entreprises, quand vous avez au téléphone un centre d'appel ou quand vous arrivez au guichet, j'ai pris cet exemple 1000 fois, pardon, d'un guichet d'une entreprise de location de voitures, et qu'on vous dit bêtement, je ne peux pas faire autrement, c'est le process. Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas embaucher des humains pour ça. Hein. Franchement, non, mais un avatar à 200 € fait le métier parfaitement. Hein. J'ai pas besoin d'un humain pour me dire c'est le process. J'ai besoin d'un humain pour me dire c'est le process, mais justement, on va l'outrepasser. Comprenez ça? D'accord? Et donc, l'avenir de l'humain, c'est justement d'outrepasser le process quand c'est nécessaire. Ce qui nous renvoie à des sujets philosophiques qui sont des sujets extrêmement profonds, qui est quelque chose qu'on a beaucoup développé avec Julia, en faisant le lien entre l'économie et la philosophie, en allant un peu sur vos plates-bandes, pardonnez-moi, et notamment, alors, je vais passer le point Godwin, hein, mais c'est vraiment... Non, mais n'y voyez aucune... je fais évidemment aucune comparaison, mais c'est parce que c'est un livre que d'ailleurs beaucoup de philosophes n'aiment pas, mais que moi j'ai trouvé absolument fascinant, non pas pour son point de vue historique, mais pour son raisonnement philosophique. C'est donc Eichmann à Jérusalem d'Hannah Arendt. Donc vous connaissez tous l'histoire d'Eichmann à Jérusalem. Donc Hannah Arendt vivait à New York et elle a voulu couvrir, elle a demandé aux New Yorkers, hein, je crois, de couvrir le procès Eichmann. Donc Eichmann avait été capturé en réalité par les services secrets israéliens en Argentine, ramené à Jérusalem. Ben Gourion voulait un procès, en fait. Donc elle explique bien ça. Et alors, la vérité historique telle que la rapporte Hannah Arendt est très contestée. Mais sur le plan du strict raisonnement, à la limite, peu importe que ce soit vrai ou faux, mais l'idée développée par Hannah Arendt est simplement génialissime, c'est grandiose. Parce que ce qu'elle explique, c'est que, je schématise un peu, hein, mais la défense d'Eichmann, c'était de dire, j'ai respecté le process, on m'a donné des ordres, j'étais un spécialiste de la logistique. Ça, il le dit, hein, pour le coup. Moi, je m'occupais de logistique et de transport. Voilà. Et donc, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire dans la logistique et dans le transport. Pourquoi c'est très intéressant et pourquoi quand même ce livre est absolument génial, même s'il est très critiqué? Parce qu'évidemment, ici, là, tout le monde est choqué par cet argument. Ça nous choque tous. On se dit tous, bah, mon Dieu, c'est quand même pas possible, cette affaire-là, quand même. Il nous explique, on lui a demandé de déporter des Juifs à Auschwitz. Et il nous dit que, en fait, il n'est pas coupable parce qu'il a respecté le process. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit qu'on ne peut pas se cantonner à respecter le process, évidemment. Ça nous dit que le sens doit être toujours plus important que le process. Alors, je vous dis, hein, j'ai vraiment passé le point de Godwin, mais parce que je trouve que l'argument est je trouve qu'il est grandiose, et donc il y a évidemment pas de... Je reviens à Europcar de façon outrancière. Mais évidemment, c'est vraiment pour la compréhension. C'est pas humain de dire c'est le process. Et donc, si nos entreprises, par exemple, forment des salariés uniquement à respecter les process, ah ben là, en effet, on va avoir un phénomène de grand remplacement technologique, parce qu'on n'a pas besoin d'humains pour respecter les process. Et même d'une certaine façon, ça ne peut pas être ce qu'on demande aux humains. Ce qu'on demande aux humains, c'est autre chose. Et ce qui est passionnant avec la troisième révolution industrielle, c'est justement que les process, elle va s'en occuper. L'intelligence artificielle, les process, elle va s'en occuper. Et donc nous allons devoir nous occuper du moment où il faut faire autre chose que respecter le process. Et donc, cette troisième révolution industrielle nous oblige à être plus humains. Ce qui a des conséquences abyssales dans le domaine du management de l'entreprise, j'y reviens pas parce qu'on a écrit là-dessus et c'est pas le sujet du jour. Mais ce qui a des conséquences, alors que je développe dans un autre livre que je viens de sortir avec Luc Ferry, des conséquences abyssales dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation. Parce que si on y réfléchit un peu en profondeur, cette troisième révolution industrielle, quel type de compétences elle doit nous amener à développer chez nos enfants? Eh bien, des compétences qui ne sont pas véritablement des compétences technologiques, ou qui sont en tout cas des compétences technologiques parce qu'il faut avoir un métier, mais plutôt en seconde intention. Et oui, qu'est-ce qu'on va demander à de jeunes actifs
en ce milieu de troisième révolution industrielle, de savoir interréagir, d'être très performant dans le domaine des interactions sociales. Parler le français, écrire le français, avoir l'esprit de synthèse. Ah oui, c'est pas terrible en ce moment. Ouais, il y a du travail. Oui, mais c'est très important. Pourquoi on avait ce débat hier enflammé à table. Pourquoi est-ce que l'orthographe et la grammaire, ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, au moment de la troisième révolution industrielle? Parce que ce sont des qualités de précision du langage. Parce que quand vous lisez un texte truffé de fautes d'orthographe et de fautes de grammaire, eh bien, tout simplement, vous ne le comprenez plus. Si vous ne le comprenez plus, autant demander un texte très simple, réalisé par une intelligence artificielle. L'humain doit développer des capacités de nuance dans l'expression du langage. Tiens, je vais vous raconter une petite anecdote, qui n'est pas qu'une anecdote d'ailleurs. Je faisais partie du tout petit groupe de gens qui a rencontré Mark Zuckerberg quand il est venu rencontrer le président de la République il y a 15 jours. Et on avait ce débat avec lui sur la prolifération des contenus haineux sur Facebook, qui est le principal problème auquel les réseaux sociaux doivent faire face aujourd'hui. Et il nous expliquait la chose suivante. Il nous disait les posts Facebook qui font l'apologie du terrorisme, notre algorithme a beaucoup de facilité à les voir. Pourquoi? Parce que les terroristes, en fait, ont un langage sémantique qui est un champ sémantique qui est très restreint et un langage qui est simple. Bon, t'es juif, je vais t'égorger. Bon, si vous voulez, c'est assez facile à identifier par un algorithme. En revanche, le harcèlement scolaire, très difficile à voir, ou les menaces, très difficiles à identifier. Il nous prenait un exemple que j'ai trouvé très intéressant du point de vue sémantique. Il vaudrait mieux pour toi que je ne croise pas tes enfants ces prochains jours. D'accord? Menace très violente, très forte. L'algorithme va y voir un conseil amical bienveillant. Bien sûr. Donc, vous voyez comme quoi le langage humain peut être subtil. Alors, peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, l'algorithme Facebook arrivera à analyser ça. Mais aujourd'hui, il n'y arrive pas. Ce type de nuance, il n'y arrive pas. Je vais t'égorger, t'es juif, etc. Ça, c'est facile. C'est pas... Il y a quelques mots-clés, si vous voulez, qui sont faciles à identifier. Mais dès qu'il y a des subtilités de langage, c'est beaucoup plus difficile à voir. Donc, la question du français, la question, évidemment, parler une langue étrangère. Parce que comprendre l'anglais, c'est comprendre l'anglais avec un petit A, mais c'est comprendre l'anglais avec un grand A. Quand Johan Norberg publie un livre en anglais qui s'appelle Progress, et le titre du livre en français, c'est Non, ça n'était pas mieux avant. Vous comprenez bien qu'il y a un peu plus qu'une simple différence, on va dire, arithmétique. Voilà, il y a quelque chose de civilisationnel quasiment derrière ça. Donc, se situer dans le temps et dans l'espace, l'histoire géo, la philosophie, bien évidemment, la culture générale. Ce sont sur toutes ces disciplines, en réalité, qu'il faut insister, plus que l'apprentissage du code informatique. Alors, attention, je ne veux pas mal me faire comprendre. Je pense que c'est formidable de pouvoir apprendre le code informatique. Notre amie Aurélie Jean met beaucoup l'accent là-dessus, et je pense qu'elle a parfaitement raison. Donc, je ne dis pas que l'apprentissage du code informatique n'est pas important, je dis que c'est moins important que le français. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir des priorités, et je pense que le français, l'anglais, l'histoire géo, la philo, un peu de maths, on commence par ça. On commence par ça. Et ça n'est pas réactionnaire, c'est l'inverse. C'est justement ça, ce qui va nous permettre d'être complémentaires de l'intelligence artificielle, des robots. Et c'est ça, ce qui va nous permettre, à nous humains, de rester maîtres de la technologie. C'est ça ce qui va nous permettre de faire en sorte que la technologie ne nous dépasse pas, comme on le voit dans Frankenstein ou dans les séries Netflix. Parce que les séries Netflix ne sont rien que j'adore. J'ai commencé à regarder la saison 5 de Black Mirror, mais ça n'est jamais rien d'autre qu'une actualisation de Frankenstein. On est toujours sur le mythe de Frankenstein. Magnifique, c'est l'un de mes livres préférés. Mary Shelley était une génie absolue. Elle a écrit ça, elle n'avait pas 18 ans. Vous vous rendez compte le niveau de... C'est stupéfiant, c'est stupéfiant. Donc c'est extraordinaire. Mais ça a plus de valeur littéraire que de valeur intellectuelle. Très honnêtement.
Je trouve que ce sont des livres magnifiques. De la même façon que les séries Netflix, je trouve, ont plus de valeur esthétique, je les adore, mais elles ont plus de valeur esthétique que de valeur intellectuelle. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas qu'on va être tué par des robots. Personne ici, je vous rassure, ne sera tué par un robot. Nous allons mourir d'autre chose. D'accord ? Pas tué par des robots. Enfin, vraiment, je crois pas. Je peux me tromper, il m'arrive de me tromper, hein. Mais là, vraiment, non. Enfin, franchement, je pense pas. En tout cas, j'ai d'autres idées en tête quand je regarde les statistiques. Bon. On a plus de chances, d'ailleurs, d'être tué par un chauffeur que par un chauffeur dans une voiture que par une voiture sans chauffeur. Hein. Je veux dire, donc c'est pas ça. Non. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on développe nos capacités humaines pour faire en sorte que la technologie soit un outil qui nous permette d'aller encore plus loin, et on en revient au sujet de la liberté qu'on a évoqué hier, dans ce pourquoi nous voulons aller. Faire en sorte que cette technologie soit un outil au service de notre liberté.